2004. La télévision est habituée à de bonnes séries mais peu ambitieuses ou des séries ambitieuses mais sans le budget qui suit. Souvent tournées en studio avec un petit casting de bons américains porté sur l'humour ou le drame mais souvent sans sujet profond, et c'est à ce moment que débarque Lost. Une série tournée sur les belles îles d'Hawaï avec un ensemble principal composé d'une dizaine de personnages venant de tout horizon. Elle peut être drôle, elle peut être dramatique, elle peut faire peur, elle peut intriguer, amenant des sujets sensibles comme des des problèmes avec ses parents, l'avortement, la drogue ou encore la religion. Tout ça avec une mise en scène plus que pratique, un réalisateur venu de l'espace, un compositeur star d'Hollywood et un budget de 14 millions de dollars pour son premier épisode. Je pense qu'on peut confirmer que Lost est une série ambitieuse, une série qui a révolutionné la télévision. Mais avant de parler de cette révolution, nous allons revenir sur la genèse du projet. Fin 2003, la chaîne ABC est au plus mal. Celle qui a toujours fait partie du top 3 des chaînes américaines est désormais 4ème derrière CBS, Fox et NBC. Elle doit réagir en proposant de nouvelles séries qui deviendront de véritables phénomènes. À l'époque, le CEO est Lloyd Brown. Lloyd, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui a suggéré que Les Sopranos passeraient mieux en série plutôt qu'en long métrage. Mais malgré son génie, en tant que CEO, il est sur la sellette. Il le sait, et donc, perdu pour perdu, il propose toutes les idées les plus folles qu'il n'aurait jamais proposées en temps normal, dont une qu'il a eue devant le film Seul au monde avec Tom Hanks. Mélanger ce film avec l'émission d'aventure Survivor, Koh-Lanta chez nous. Et oui, il doit en faire une série, et elle s'appellera Lost. Pour la faire courte, il fera appel à un certain Jeffrey Lieber, mais le scénario ne plaira pas, et il ne retravaillera plus sur la série. Pourtant, Lieber apparaît au générique de chaque épisode. Bizarre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a réussi à baiser le système pour se faire créditer et recevoir des droits d'auteur sur une série dont il ne foutra jamais les pieds sur le tournage. Lloyd se tourne donc vers un créateur qui est également sur la sellette, mais qui, selon lui, est un génie. J.J. Abrams. Disney, propriétaire de ABC, avait signé un contrat de créateur exclusif de 4 ans avec J.J. Abrams. Cependant, il n'avait créé qu'une seule série, Alias. Redevable, il accepte de se pencher sur le projet de Lloyd. Et globalement, c'est Gigi qui apporte les meilleures idées. Faire de Lil un personnage, faire des flashbacks, tout vient de lui. Cependant, Abrams met son nom en tant que créateur, mais il ne pourra pas être showrunner, car il doit réaliser Mission Impossible 3. Donc un jeune showrunner est appelé, Damon Lindelof. Lloyd, quant à lui, se fait renvoyer car il pensait qu'ABC allait rapidement abandonner le projet, donc avait essayé de vendre la série à NBC. Donc on est quand même sur le chef d'une chaîne qui refourgue ses séries aux concurrents. Avant de partir, il obtient quand même que le pilote dure 2 heures. Comme ça, si la série échoue, ils le diffuseront en tant que long métrage. Enfin, ça c'est ce qu'ils ont fait croire à ABC. Parce qu'en fait, il n'avait pas d'intention de trouver une fin aussi rapidement. Il se dit que lors du processus d'écriture, Gigi proposait une idée folle, un mystère, du genre « Hey, les personnages pourraient passer la moitié de la saison à essayer d'ouvrir une trappe mystérieuse ?» Et on lui répondait « Ok, et il y a quoi dedans ?»« Oh, j'en sais rien, on verra plus tard, ce n'est qu'une boîte en plus. » Je ferai une digression sur la boîte plus tard. Revenons à nos mythos. Oui, mytho, car dans la Bible, texte fondateur d'une série, les créateurs font la promesse que ce ne sera pas un mystery show, que chaque épisode se suffira à lui-même et qu'il n'y aura pas de science-fiction. Tout aura une explication rationnelle. Bref, tout ce qui fonde Lost, quoi. Et la chaîne est tombée dans le panneau. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'à sa diffusion, ce sont 18,6 millions de téléspectateurs américains qui découvrent l'île mystérieuse. Un énorme carton. Mais un carton dont va souffrir la série. Damon Lindelof et Carlton Cuse, le second showrunner venu à l'aide de Lindelof une fois Gigi parti, avaient en tête de terminer la série en 3 saisons. Ils aimaient bien Gigi, mais bon, c'est facile de mettre plein de mystères et de se barrer en moitié de première saison. Donc ils voulaient tout de même sortir de leur panade en répondant à tout en 3 saisons. Finir la série avant que trop de questions ne se posent.
Sauf que face à ça, la chaîne n'est pas d'accord. Lost, c'est la série numéro 1, et quand une série est numéro 1, la chaîne ne veut pas la lâcher. Donc ABC accepte de négocier une fin de série, mais en saison 10. Les négociations durent et durent tellement que la saison 3 entre en production. Et le duo se retrouve enfermé, donc ils enferment leur personnage en cage. Ils décident de s'auto-saboter. Ils mettent en avant des figurants qui ont leur propre épisode. Les premières longueurs se font ressentir. Et puis, il y a l'épisode de trop. L'épisode du tatouage de Jack, considéré comme le pire épisode de tous. And we didn't know whether the mythology had to last 2 years or like 8 years, you know, and that was the key point, and then we started doing episodes in season 3 where the guys were locked in cages, and it was, I think, because we metaphorically felt like we were locked in cages. And then we did the tattoo episode, and then the network negotiated the ending. Finalement, les négociations aboutissent à 6 saisons. Sauf que le duo doit sortir d'une plus grosse panade. Ils ont introduit encore plus de mystères et doivent encore plus de réponses. Alors que la saison 4 devait être la saison de la renaissance, la grève des scénaristes frappe. La saison 5 essaye de se démerder comme elle peut, et la saison 6 est considérée par beaucoup comme la pire, ne répondant à aucun mystère et avec le pire final de la série de tous les temps, même si je ne partage pas du tout cet avis. Bon, en retraçant l'histoire de la série, il y a 3 sujets annexes qui s'en détachent. La révolution qu'elle a été, le final décevant et la boîte de J.J. Abrams. La boîte de J.J. Abrams, c'est très simple. Lorsqu'il était petit, Abrams achète une boîte pour 15 $. Ne sachant pas ce qu'il y a dedans, il préfère ne jamais l'ouvrir pour ne jamais découvrir ce qui s'y trouve. Parce que quoi qu'il arrive, la réponse serait plus décevante que la question. Et cette boîte fait intégralement partie d'Abrams et de son travail. Ours polaire dans Lost, monstre dans Cloverfield, les origines de Ray, Abrams écrit à l'aveugle. Et ça, c'est ce que beaucoup de fans reprochent à la série. Les fans avaient confiance en les créateurs, se disant qu'ils les menaient un petit peu en bateau et qu'eux avaient les réponses, mais non. Les créateurs étaient autant dans le flou que eux. Il y a 2 types d'écrivains, les architectes et les jardiniers. J'ai toujours clamé haut et fort qu'il existait 2 sortes d'auteurs. En simplifiant, il y a les architectes et les jardiniers. Les architectes créent des plans avant même d'enfoncer le premier clou. Ils conçoivent toute la maison. L'emplacement des tuyaux et le nombre de chambres. La hauteur du toit. Ils ont tout prévu. Contrairement aux jardiniers, lesquels estiment qu'il suffit de creuser un trou et semer la graine pour voir ce qui arrive. Et je ne peux pas leur jeter la pierre pour ça, parce que je suis moi-même un jardinier. Parce que je suis avant tout un spectateur, et en tant que spectateur, tu veux découvrir les choses. J'écris comme je regarde en fait. J'aime me surprendre moi-même et découvrir au fur et à mesure de l'écriture. Sauf que il faut savoir mettre un frein. Il faut savoir arrêter de planter de nouvelles graines et savoir s'occuper de celles qui poussent. Et ça, c'est ce que Lost n'a pas réussi à faire, se penchant sur son final beaucoup trop tard. Après la dernière saison, plusieurs questions restent en réponse, ou alors ces réponses sont faciles, et la scène finale ne plaît pas, et n'a pas réellement été comprise par beaucoup de gens. Non, ils ne sont pas morts, du moins ils ne sont pas morts lors du crash. Non, ce n'est pas un purgatoire. Non, ce n'est pas un rêve, et encore moins le rêve du chien. L'église est un endroit hors du temps. Pour moi, oui, à ce moment, ils sont morts, mais ont bien vécu tous les événements de la série. C'est un endroit où chacun se retrouve sans timing, plus spirituel. Par exemple, si je meurs après la naissance d'un futur enfant, je me retrouverai dans cette église avec cet enfant. Je serai avec mon physique de ma mort et lui serait avec le physique de sa mort, tout simplement. Lost a été une révolution. Bon, comme je vous l'ai dit, il y avait un énorme budget. Le pilote le plus cher de l'histoire à ce moment-là. Et il est resté pendant très longtemps. Par exemple, Lost c'est 14 millions, The Walking Dead c'est 3,4 millions, Game of Thrones c'est 10 millions. Et si à première vue on peut se demander où va cet argent, la réponse est vite trouvée. La série se déroule dans des décors réels, qui plus est à Hawaï. Il y a des explosions, un monstre, une épave d'avion, un compositeur et un énorme casting. Quand y repense, quasiment aucune série de l'époque et même de nos jours n'a de compositeur. Certaines séries oui, ou certains épisodes, mais pas tout du long. Mais on y reviendra plus tard. Ce qui nous intéresse ici, c'est le casting. Car oui, citez-moi une autre série qui met en avant autant de personnages principaux, tous bien traités, avec une histoire et une thématique, tous des personnages auxquels tu peux t'attacher, tous des personnages qui ont droit à au moins un épisode centré avec des flashbacks, certains avec beaucoup plus.
Mais en plus de ça, au-delà du nombre, il y a le casting lui-même. Des personnages noirs, une femme enceinte durant toute la première saison, un Irakien, un infirme, des Coréens qui parlent en coréen une bonne partie de la série sans que ce ne soit doublé. Eh oui, les Américains ont dû lire ces fainéants. Non, bref, pour 2004, c'est vraiment révolutionnaire. Imagine toute cette diversité et toute cette inclusivité devant l'écran. Parce qu'à l'arrière, c'était vraiment autre chose. C'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, il y avait pas mal de racisme dans les coulisses. Et ce n'est pas seulement une révolution pour la télé, mais également pour Internet. Ouais, Lost est la toute première série transmédia. Alors que de nos jours, on découvre nos séries en streaming de manière légale ou illégale, qu'on ne prend même plus forcément le temps de les regarder en vitesse normale, d'ailleurs c'est honteux, ou même de les regarder tout court, préférant des résumés ou des critiques, que de nos jours il existe un nombre infini de forums, d'hébergeurs vidéo ou ne serait-ce que des réseaux sociaux, à l'époque ce n'était pas le cas. Internet est à ses débuts, et les fans de Lost qui ressortent de leur épisode avec de nouveaux mystères sans réponse s'entraident sur les réseaux. Ils sont tous là à se donner des théories entre eux. C'est ce qu'on fait maintenant, mais sauf que imaginez toutes les vidéos théories ou tous les hashtags, et maintenant vous dites qu'à l'époque, tous ces efforts étaient au profit d'une seule série. Et la chaîne le comprend rapidement, faisant de Lost la première série transmédia, créant des sujets de forum, des sites avec des énigmes, ou même des vidéos ou des jeux pour donner des infos supplémentaires. Bref, j'ose même pas imaginer si Internet avait été autant développé que maintenant. Qu'est-ce qu'une série ou un film sans musique? Rien. Parce que c'est de l'audiovisuel, pas du visuel. Et Lost ne serait pas Lost sans Michael Giacchino, compositeur talentueux, mon favori qui pour moi est au-dessus des plus grands. Les Indestructibles, Mission Impossible 3, comme par hasard, Ratatouille, Lao, Doctor Strange, Coco, The Batman, un CV dantesque et pourtant, son premier gros projet est bel et bien Lost. Sans ses musiques, tu ne rigoles pas forcément. Sans ses compositions, tu n'as pas peur. Sans son art, tu ne pleures pas. Je pense que vous l'avez compris, son travail m'a impacté, et ce sont des musiques que je réutilise souvent dans mes genres d'analyse. Ces musiques accompagnent à merveille cette thématique profonde, car oui, Lost est une série qui parle de problèmes de famille, de drogue, de la mort, de notre raison de vivre, de croyances et du destin. Lost, c'est une série qui m'a changé. Je pense que chaque sériephile a une série comme ça qui les a vraiment profondément marqués. Si quand j'étais petit, je me contentais de regarder et apprécier les séries pour enfants qu'on me servait, c'est la série Anubis qui m'a permis de me montrer qu'il n'y avait pas que de la comédie. C'est cette série qui m'a donné goût au mystère. C'est cette série qui m'a donné des rendez-vous. Il fallait être là le lendemain à 18 h pour découvrir la suite. Une grande première pour moi. Un peu plus tard, ce sont The Walking Dead et Buffy qui, main dans la main, m'ont introduit aux séries plus matures. Fini les sitcoms pour enfants, ces séries m'ont fait entrer dans l'adolescence pour le meilleur et pour le pire. Et finalement, Lost m'a fait passer le cap de l'adolescence à l'âge adulte. C'est elle qui m'a canalisé, c'est elle qui m'a appris qu'on pouvait utiliser ses émotions, c'est elle qui m'a fait me poser des questions profondes, c'est elle qui me touche avec ses musiques, avec ses mystères, avec sa mise en scène, ses dialogues, c'est elle qui m'a fait grandir. Voilà pourquoi j'aime Lost. À la prochaine, dans une autre analyse.